Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe un samedi soir sur deux à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin. Que nous avons débuté à filmer des réclames, que je me suis rendu juste en Haïti et peut-être à filmer 250 réclames pour 28 maisons d'entreprises en Haïti. Des réclames. Chers amis internautes, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste pluridisciplinaire. Il est flûtiste, il est guitariste, il est aussi artiste peintre, mais aujourd'hui, nous allons recevoir surtout le cinéaste, car il est aussi cinéaste, pour ne dire que cela. Un artiste vraiment qui a beaucoup de talent. À tout à l'heure. Procurez-vous une toile de l'artiste peintre Florence Augustin à l'adresse courriel flaugustin@yahoo.com flaugustin@yahoo.com ou sur la page Facebook Création Florence Augustin. Bonsoir notre invité. Alors, qui mounouye? Moi c'est Jacques Rock. Jacques Rock, vraiment que je suis tombée sur ton CV d'artiste, ta notice biographique. J'ai été vraiment enchantée et les internautes vont voir pourquoi tout à l'heure, quand je suis sûre que tu vas nous dévoiler beaucoup plus que ce que nous voyons sur Internet. Mais avant de commencer notre enregistrement, je vais te donner le proverbe tiré du livre de Berman Fleury. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse. Les femmes sont comme la cajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Un proverbe un peu bizarre qui dit, mais pas tout à fait bizarre, qui dit « J'ai pris un coup, n'est courir de l'eau ». J'ai pris coup, n'est courir de l'eau. Tu as entendu? Ah oui, oui. Coup, J'ai pris un coup, n'est courir de l'eau. courir de l'eau. Tu nous diras ce que tu en penses à la fin de l'émission. Bien sûr. Jacques Rock. Jackie Rock. Jacques Oui, Rock. c'est ça. Jackie Rock. On t'appelle aussi Octavio. Ah, tu as fait des recherches alors. Et comment? Quand on tombe sur une personne aussi intéressante, on doit savoir. Et je compte sur toi pour nous dire davantage. Alors, qui est Jacques? Comment as-tu commencé avec cette belle aventure? Bon, il faut dire que tout d'abord, tu sais, quand on est petit garçon en Haïti, on grandit et surtout la façon dont nous-mêmes nous avons grandi. Donc, on n'en avait pas beaucoup parce que mon père avait disparu sur le régime du valierisme. Donc, là, on grandissait à Carrefourfeuille. Donc, on se créait ses propres, on se construisait ses propres jeux. Donc, il y avait tout ça. Donc, c'était plutôt qu'on vivait
dans un petit monde là où la créativité existait et tout ce qui était créatif et qui te motivait, donc tu allais le faire. C'est-à-dire, je dessinais depuis que j'avais 6 ans. J'ai pas commencé à peine, que bien plus tard, parce que je n'aurais pas eu les choses qu'il faut pour le faire. Mais je dessinais très souvent quand j'avais 6 ans. Donc là, et ce que j'ai réalisé que même en devenant un professionnel dans mon monde d'advertising, de publicité, et les storyboards, je les fais moi-même. C'est-à-dire que quand je devais filmer une réclame pour un client, je pouvais dessiner la réclame sur papier d'abord. C'est-à-dire les angles et tout ça, la scène et montrer au client et ce qu'on va faire. Donc là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de présenter une conception au client qui est déjà dessinée. Donc, il y avait ça. Ensuite, il y a eu la musique. Donc la musique, il faut le dire aussi. J'ai commencé la musique quand j'avais peut-être, je me rappelle bien, 12 ans. J'ai rencontré l'homme qui allait être le fiancé de ma soeur. Et une fois venant des vacances de Miragouane, il était là avec sa guitare, en train de lui faire une sérénade. Donc c'est comme ça et qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'il m'a appris quelques accords. Et bien vite, et une semaine après, j'étais en train d'apprendre à tout le monde à jouer la guitare. Donc, c'est ça le début de ma carrière musicale. Donc, ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme légende, c'est-à-dire le guitariste extraordinaire que l'on connaît sur le nom de Alex Pascal, qui s'appelle Tite Pascal. Donc, j'ai étudié avec Tite pendant un bon nombre de temps, et c'est Tite qui m'a fait comprendre, qui m'a appris vraiment comment jouer la guitare. C'est-à-dire, la guitare étant un instrument polyphonique, donc il y a une façon de jouer la guitare. C'est pas de jouer la guitare avec des simples notes, ok, des solos et tout ça. Donc, ça, on le fait quand on a un entourement entourage de jazz et tout ça. On en a d'autres musiciens qui jouent avec qui on joue. Donc là, on peut faire des solos. Mais et si on doit donner un concert seul, donc là, il faut savoir jouer polyphoniquement. Donc, je lui fais crédit pour tout ça parce que c'est un type extraordinaire et qui a eu vraiment malchance d'avoir été frappé par une balle en Haïti qui l'a paralysé depuis qu'il avait 22 ans. Donc, mais il faut dire que Tite Pascal vraiment rempli une partie de ma vie, c'est-à-dire un vide de ma vie qui était vraiment important. Donc là, c'est là que ça a commencé. Mais ensuite, il me conseillait toujours écoute, tu dois étudier la musique. Donc à ce moment-là, je me suis rendu à Manhattan School of Music, là où j'ai appris la musique. Ensuite, au New York University, là où j'ai appris le film, à T-School. Et le reste, c'était plutôt l'expérience de travailler dans des maisons de pub, des grandes maisons de pub, et de faire des grandes réclames pour des compagnies comme Chrysler, State Farm, Pepsi, McDonald's. Donc là, j'étais aussi pendant une période de 6 ans le directeur de musique d'une maison de musique. Et alors ici à New York, on les appelle House of Music, qui s'appelait Washington Music. Donc là, j'ai travaillé pour lui comme directeur de musique pendant 6 ans avant de créer ma propre maison de production. Et c'est là que j'ai fait vraiment toutes les rencontres des grandes personnes, que j'ai eu l'opportunité de travailler avec Whitney Houston, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Danny Glover et tant d'autres artistes comme Gerald Levert et tout ça. Donc là, il faut aussi que j'ajoute que quand j'avais 11 ans, cette même personne qui a épousé ma sœur était un brillant. Lui, franchement, c'était un érudit, un brillant, et il m'a aussi construit une chambre noire, il m'a appris la photographie, donc on faisait tout ça. Donc, dès l'âge de 11 ans, donc on était préoccupé par des choses vraiment intéressantes, donc c'était pas quand Mounial fait vacabond dehors dans la rue. Donc là, on était beaucoup pris à faire d'autres choses, ok, à écrire des livres, et à écrire des petits livres de comiques et tout ça. Donc, je dessinais les scènes et on vendait les petits bouquets à l'école.
Donc, mais mon ami et moi, qui était aussi artiste, qui dessinait très bien, Édouard, ce qu'on faisait des fois, on venait nous offrir de l'argent pour qu'on change l'histoire un petit peu. Ah bon? Donc, c'était assez intéressant ce qu'on faisait. Donc, il y avait tout ça. Donc, il faut dire que je pense que c'était une vie artistique dès le début, hein, dès le début. Et donc, les carnavals, c'était ça. On allait prendre des photos et et les développer ensuite, les agrandir et tout ça. Donc, Eh, j'ai deux questions. La première question, c'est ces livres-là, à l'époque, les photocopieuses n'existaient pas vraiment, c'était pas la mode. Comment non, tu il n'y faisais? avait pas ça. Non, on les redessinait. On les redessinait l'une après l'autre, hein. Ah ouais, c'était comme ça, hein. On faisait des petits bouquins et on en faisait plusieurs. Et avec les mêmes dessins. Donc là, si on dessinait une scène, non, on devait dessiner cette scène 10 fois. 12 fois, tout dépend. Donc, c'est pas common, c'est pas sur commande qu'on prenait les bouquins. Maintenant, C'est pas pour beaucoup d'argent. oui, ma deuxième question, je suis sûre que tu les vendais 10 good. Qui Non, était- non, pas 10 gouttes. Non, 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 à l'époque, 10 gouttes, non, jamais de la vie. À l'époque, on n'avait même pas une goutte. On les vendait 50 centimes, 25 centimes, 20 centimes. Ah ouais. Ah, c'est à l'époque quand on pouvait acheter des choses 3 cobs, 5 cobs, 10 cobs, hein. C'était pas ça, l'époque si quelqu'un te donnait une goutte, alors il faut dire que aller au cinéma coûtait une goutte. Réservé 2,50 gouttes. c'était cher. Ah ouais, c'était cher, Dis-moi, donc. la deuxième question que j'avais, c'est, tu dis que tu prenais des photos, c'était des photos noir et blanc? Parce qu'il y Ah, avait bien sûr, bien sûr. Bien sûr, des photos noires et blancs. Mais mon oncle, j'avais un oncle qui avait étudié à Paris et qui nous a montré comment bouillir le révélateur pour que ça donne une couleur à la photo noir et blanc. Et on a pu faire des photos qui paraissaient un peu colorées, mais c'était plutôt sorte de rose. Non, c'était quand même intéressant. Donc, on n'arrivait pas à faire une photo de couleur parce que ça n'existait pas à l'époque. Mais les photos noir et blanc, hein, il faut dire que la photographie noir et blanc jusqu'à maintenant, c'est la meilleure. Hein. tu as tout à fait raison. Ah ouais. Mhm. Mais il y a une partie que tu as sauté là. Tu as parlé de ton enfance, 9 ans, tu as commencé à dessiner et puis brusquement, on s'est retrouvé à New York. Ah Donc, bien bon, non, non, je voulais juste dire que tout ce que je faisais quand j'avais cet âge-là, je l'ai fait dans mon travail. Donc, pour continuer, il faut aussi dire que j'ai eu l'opportunité de jouer avec le grand groupe Cadence Rampa de Robert Sicot. Au contraire, j'ai composé, quand j'avais 10 ans, j'ai composé 2 carnavals pour Robert Sicot qui étaient Bonjour et Zépon. Ah ouais, c'était vraiment intéressant parce que quand ils sont partis pour New York avec Toto, et Toto est resté à New York. À cette époque-là, il y avait pas mal de musiciens qui bougeaient, qui laissaient le groupe et qui, dans un sens, qui disparaissaient hein, pour rester aux États-Unis, qui ne retournaient pas en Haïti. Donc, quand ils sont revenus sans le guitariste, et il m'avait rencontré une fois au Rex Théâtre quand je jouais avec mon petit groupe. Il est venu chez moi me chercher et m'a demandé de remplacer Toto pour les carnavals. Donc, ma mère ne voulait pas, mais ensuite, il est revenu avec Rodrigue, qui avait sa cabaye de militaire là. Donc, j'étais bien content d'y aller. Donc, là, à ce moment-là, j'ai travaillé sur Bon Jean-Vin et Zépon, qui étaient deux carnavals consécutifs, l'une après l'autre, donc, avant de laisser le pays. Donc, et là, c'était vraiment intéressant. À l'époque, j'étais au séminaire et quand je rentrais, et je me rappelle bien quand j'étais sur le champ en train de jouer la guitare, mais je croisais le père Claude, qui était le père chef de l'école. Donc là, et quand je devais rentrer à l'école ce jeudi-là, j'ai hésité, hein. Et il m'a vu rentrer, c'est un type vraiment extraordinaire. Il m'a vu rentrer, il m'a regardé, il m'a dit, je ne savais pas que tu jouais aussi bien la guitare, c'est tout ce qu'il a dit. Hein. Et moi, ah ouais. Donc à ce moment-là, c'était ça, hein. C'était ça. maintenant, ce que tu m'as raconté là, ça concerne Jackie Walk. Ça concerne Jackie Walk, c'est bien ça. Jackie Walk, Jackie mon Walk, vrai nom, mon nom sur mon acte de naissance, c'est mon passeport, c'est Jacques Walk.
Mais quand je grandissais, c'était Jackie Rock. Et quand je jouais la musique, c'était toujours Jackie Rock. Donc, c'est quand j'ai fait mon film Bruit d'espoir que Jacques Rock, dans un sens, a pris naissance publiquement. Ok, donc là, bien sûr, je n'allais pas mettre et Jacques Rock, alors que sur mon disque que j'ai fait quand que j'étais assez jeune, c'était Jackie and Company. C'était ça, c'était Cole Hands qui s'appelle Jackie and Company. Donc c'était le premier album de jazz instrumental que Naïs faisait. C'était le tout début, le tout premier, qui aussi prenait des chansons haïtiennes et folkloriques et qui les mettait en jazz. Donc là, et après ça, bon, je pense que l'école, le cinéma, et le mariage, les enfants, il y a tout ça. Donc ça a tout bouleversé. Donc j'ai passé plus de 20 ans sans toucher la guitare. Maintenant, qui est Octavio? Bon, Octavio, voilà, c'était bien d'entendre ça de toi. Et Octavio, quand je participais au show de Cartier, comment ça s'appelle ça, Podium Cartier. J'étais l'un des juges du Podium Cartier. Et d'après ce que tout le monde disait, que j'étais l'un des plus fameux juges du Podium Cartier. Et pas parce que j'étais strict, mais c'est parce que j'étais plus systématique, que j'étais plus technique. Donc, Podium moi, Cartier, c'était quoi? Podium Cartier, c'était une série à la télé qui était un concours de musique, un concours de chanteurs et chanteuses et tout ça, de talent. OK? Un Donc, concours, excuse-moi, ah un ouais, concours en Haïti? un concours en Haïti de musique, donc de chanteurs et de chanteuses et tout ça. Donc, c'était plutôt les chanteurs et les chanteuses. Donc, et c'était vraiment formidable parce qu'il y avait des jeunes qui pouvaient chanter. Sérieusement. Donc, si tu vas toujours sur Facebook, tu vas quand même le trouver. Et donc, ils sont là sur Facebook. Moi, ce que je faisais, j'essayais de les aider. C'est-à-dire de leur faire comprendre que et quand j'entends un jeune, que ça soit une fille ou un garçon, et je sens que ce chanteur-là ou cette chanteuse a un potentiel beaucoup plus fort et que euh, ce que le chanteur essaie de faire. Et j'ai pu comprendre pourquoi qu'il y avait un peu de faiblesse. C'est parce que normalement, quand quelqu'un veut interpréter la chanson d'un chanteur, ils ont tendance à chanter avec le chanteur et l'interpréter sur le même ton, ce Mhm, qui est mauvais. Parce que chaque personne mhm. a son propre registre. Donc, il faut comprendre quel est ton ton avant de t'aventurer à interpréter une chanson. Donc, alors, je leur expliquais souvent que, écoute, je peux voir que tu as l'énergie et tu as vraiment la force de peut-être pousser, mais j'ai l'impression que cette chanson est trop, et le ton est trop haut. Donc, il faut trouver ton ton. Donc, c'est là que est devenu le nom Octavio, parce que je leur expliquais qu'il y avait des octaves dans la musique. Les octaves, par exemple, du piano, et quand une chanteuse a 4 octaves et demi, c'est que la chanteuse peut chanter bas du piano jusqu'à haut du piano. Donc, c'est ça les octaves. Les octaves, c'est de do, comment, C1, C2, C3, C4, C5. Donc, c'était ça que j'expliquais, mais souvent, je prêchais les octaves. Et finalement, quelqu'un m'a appelé Octavio. Je comprends. Très amusant. C'était ça. On va faire la première pause et puis tu vas nous parler de tes réalisations cinématographiques. Ah, non, d'accord. D'accord, pas de problème. Celui-là. Vous avez toujours rêvé d'apprendre à lire la musique? Je suis Lucie Maillère, chanteuse d'opéra et enseignante de musique. Si ça vous chante, inscrivez-vous, c'est par ici. Chers amis internautes, nous sommes avec, je ne sais pas si je dois dire Jackie Rock, Jacques Rock ou Octavio, mais j'ai l'impression que je suis une personne en 3 personnes. Donc, il est en train de nous parler de ses débuts avec la musique
Et puis, on a eu beaucoup d'anecdotes au départ. Maintenant, il va nous parler de son côté cinéaste. J'ai dit cinéaste tout à l'heure, il est aussi réalisateur, producteur et compositeur. Alors, Jacques, quand on parle de Jacques cinéaste, tu me dis c'est Jacques Walk. C'est ça. Ok. Comment tu commençais avec la cinématographie? Bon, la cinématographie, c'est tout comme D'abord, j'ai fait la photographie. Ok, donc d'abord, je faisais la photographie depuis que j'avais l'âge de 11 ans. Donc, ça a commencé comme ça. Et arrivé aux États-Unis, et j'ai continué. Mais quand ils ont inventé la caméra de vidéo, Yashica et les Japonais ont fait ça et tout ça. Donc, j'avais possédé une de ces caméras-là et j'ai commencé à faire des petites choses, petites histoires, à filmer. Parce qu'il fallait envoyer le film à être développé et revoir ça et tout ça. Moi, ce que je faisais, puisque à l'époque, on ne pouvait même pas envisager le montage, je faisais un tournage qui incluait le montage là-dedans. C'est-à-dire, ce que je faisais, par exemple, je me rappelle très bien l'ami à moi qui jouait dans un petit film, là, et je lui disais, bon, alors là, tu vas déposer la cigarette et dans le cendrier, et tu restes là, hein, tu tiens la cigarette là, et maintenant, là, je vais de l'autre côté, prendre l'autre angle. Et comme ça, quand je reçois le film, tout est coupé, hein. C'est comme si on l'avait monté. Mais là, il faut le planifier. Donc, dès ce moment-là, je sentais qu'il y avait un engouement de cinématographique chez moi. Il faut dire que j'écrivais aussi des dramaturges, parce que j'étais aussi dramaturge, parce que je lisais Bertolt Brecht beaucoup. Donc, il y a tout ça là-dedans. Et à un moment donné, je possédais le 6000 bouquins que j'ai perdu à cause d'une inondation. Bon, mais quand même, j'en avais pas mal. Hein. Quand je suis passé à la librairie de France, j'étais là pendant les vacances, je travaillais là avant d'être à l'école. Donc c'est là que j'étais entouré pour les bouquins et ça m'a totalement englouti. Hein. Et là, à ce moment-là, je ne faisais que ça. Donc je faisais que lire et écrire et tout ça. Et bien, voilà, la cinématographie a commencé comme ça. Donc, maintenant, de la musique, je vais retourner à la cinématographie. C'est très intéressant parce que pendant que j'étais directeur de musique, d'une compagnie de musique qui était à Wellington Music, on allait dans des conférences et des meetings, comme on dit, de brainstorming meetings, là où les directeurs de création nous présentaient une réclame que nous devrions supporter avec une musique originale. Donc, à ce moment-là, notre présence était nécessaire. Donc là, on discutait. Mais une fois, je me rappelle ce qui s'est passé, c'est que le directeur de création nous montrait un storyboard et qui nous montrait ce qu'on allait. Et voici ce que nous allons filmer. Voici la réclame. Et c'était une réclame pour la Audi. Et à ce moment-là, ils étaient en train d'introduire le PS braking system, là où la voiture pouvait s'arrêter sans glisser et tout ça. Donc, ils ont choisi un endroit totalement déserté, et plutôt de forêt et d'hiver, et la voiture montait sur la neige et tout ça. Et tout d'un coup, dans un endroit où il n'y avait personne, quelqu'un court devant la voiture. Donc, c'est ça la réclame. Et le chauffeur va presser les freins et freiner. Et mais bon, on a compris ça. Et mon directeur, la personne pour qui je travaillais, il a dit, oh, d'accord, c'est bien. Mais moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'embêtait, quelque chose qui n'était pas correct avec l'image pour moi. Je dis, mais il y a quelque chose qui me cloche. Mon directeur a essayé de me signaler, de me taire. Hein. Oui, bon, il y a quelque chose qui n'allait pas avec l'image, c'est-à-dire une voiture dans le milieu d'un endroit d'hiver où il n'y avait que la neige. OK, moi, la seule chose qu'on pouvait s'y attendre, c'est une avalanche. OK? Donc, et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe devant la voiture. Mais d'où vient cette personne? Donc, ça m'embêtait. Donc, à ce moment-là, si on est dans un endroit de forêt et tout ça,
ok, des arbres de pin et tout ça. Donc, pourquoi il y a quelqu'un qui traverse la rue? Donc, le type m'a répondu, ah bon? Je dis oui, bon, pourquoi nous n'avons pas un CF plutôt qui, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un peu de tendresse et que la voiture va s'arrêter et pour épargner de tuer cet animal. Eh bien, le type était tellement épaté pour le changement de cette conception que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont remplacé l'homme qui devait courir par un animal qui était le cerf. Et le directeur qui a fait la réclame a reçu un trophée pour la réclame. Parce que quand il a filmé ça, ouais, il a montré que le cerf, ses yeux sont sortis parce que le cerf avait peur. Donc, il a fait ça tellement bien. Donc, voilà ce type-là maintenant qui m'appelle. Je suis directeur de musique. Il m'appelle, il m'invite à venir dans le département de créativité pour travailler avec lui. Et c'est comme ça que la partie de visuel a commencé. Et donc, c'est là que je me rendais et je leur faisais des propositions. Et on a filmé dans mon bonhomme de réclame. Hein. Et quand mon contrat a terminé avec la maison de musique, j'étais déjà ancré dans le cinéma. OK? Et j'étais déjà entré dans le cinéma. Et voilà comment que nous avons débuté à filmer des réclames, que je me suis rendu juste en Haïti et peut-être à filmer 250 réclames pour 28 maisons d'entreprises en Haïti. Des réclames pour la couronne, Tampico et tout ça. Donc, et bien sûr que quand nous avons fait ça, nous avons filmé toutes les réclames de pellicule, alors que les gens utilisaient la vidéo, qui n'était pas vraiment bien. Donc là, nous avons vraiment bouleversé un peu Haïti avec les productions. Nous avons changé comment les productions apparaissaient dans les télés. Et c'est comme ça que j'ai aussi remarqué, j'avais été visiter un client qui me parlait de, ah, il y a quelqu'un là qui, j'ai investi dans le cinéma, dans un film haïtien. Et il m'a, bon, je ne veux pas dire le nom parce que ce que je vais dire n'est pas vraiment gentil. Donc, il m'a dit, il faut aller voir ce film. Je lui ai dit, OK, bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai été au cinéma avec un ami. On a été voir le film. Et quand j'ai remarqué que le film, la production de ce film, elle ne touchait même pas ce qu'on dit les classes 101 de la cinématographie. Donc, je me suis dit, ah non, c'est pas normal. Donc, il faut que je retourne en Haïti et produire un film. Et c'est là que j'ai décidé de réaliser Pluie d'espoir. Justement, j'allais venir à Pluie d'espoir. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Pluie d'espoir? Bon, ce qui m'est arrivé avec Pluie d'espoir, on a filmé l'un des meilleurs films haïtiens avec des acteurs qui sont sortis comme des vrais acteurs. Un film que tout le monde a dit qui était le commencement du cinéma haïtien. Mais malheureusement pour nous, on a fait confiance à trop de monde. Donc, on a fait une projection en Haïti, dans plusieurs endroits, les provinces et tout ça. Donc, on a confié le film à deux jeunes qui ont fait la copie du film. OK? Et c'est comme ça que le film a été piraté. Mais il faut dire, OK, que ce film est le film le plus piraté des films haïtiens. Ils ont piraté le film 7 fois. Il y a des gars à Miami qui ont construit des maisons avec l'argent qu'ils ont fait du film. Pas OK. possible. Ah ouais, ouais. Nous-mêmes, nous avons perdu 528 000 dollars américains qui nous a coûté pour faire ce film. Et donc, mais la seule chose que je peux dire, c'est que le film est tellement regardé, tellement apprécié par tout le monde, que je pense que ça en valait le coup. Mais tu es couvert par les droits d'auteur maintenant. Ah ouais, non, mais toujours couvert par des droits d'auteur, mais en Haïti, ça ne représente rien. C'est-à-dire maintenant, c'est plus possible de le faire, ok, à la façon dont on fait tout, ok. Mais si je savais que deux de ces jeunes-là allaient le faire, on les aurait pas confié le film. Donc ça s'est passé comme ça, ok. Mais maintenant le film est sur Amazon et jusqu'à présent, et beaucoup
les gens vont voir le film, hein. Jusqu'à présent, on regarde le film sur Amazon et nous l'avons enlevé c'était jamais sur YouTube, mais à chaque fois quelqu'un essaie de mettre le film complet sur YouTube, donc on arrête cette personne. Mais il faut dire que c'est un film qui a ouvert beaucoup de portes pour nous, dans le sens que et, euh, l'histoire, le film, la production et tout ça. Donc, Jacques, autrefois, nous avions à Pétionville, Étoile Ciné, Cabanon. On a eu 4 drive-in. On a eu le ciné du canapé vert, Rex Théâtre, Cric Crac. Pour arriver à Triomphe. on avait 28 salles de théâtre à Port-au-Prince. C'est ça. Maintenant, quand un cinéaste comme toi produit un film, où est-ce qu'il le présente? Bon, maintenant, produire un film, tu peux le mettre sur Amazon, tu peux le mettre sur d'autres plateformes, comme on dit. Il y a Tubi, il y a d'autres plateformes. OK, surtout que maintenant, les gens regardent de leur ordinateur et tout ça. Donc, moi, j'aime tellement le spectacle de théâtre. Par exemple, même Triomphe qu'ils ont refait en Haïti et qu'ils ont reconstruit, qui était vraiment extraordinaire, hein. Et vraiment, vraiment joli. On a fait un test avec le film. Et quand ils ont fait leur test audio, c'était fantastique parce qu'ils avaient le surround sound. Et notre film était le seul film haïtien qui avait un surround sound. OK, sur la production du DVD, le seul film haïtien qui a un 7.5 surround sound. Si tu vas dans un théâtre, donc tu peux vraiment entendre tout ce qui se passe en surround. Donc, moi, je ne vais pas m'arrêter, c'est-à-dire, j'ai en tête de produire quelque chose peut-être l'année prochaine, mais je ne vais pas m'arrêter de faire juste parce qu'il n'y a pas de salle de théâtre en Haïti. Parce que nous voulons vraiment montrer nos films à tout le monde, c'est-à-dire les gens qui sont en dehors du pays, et les Haïtiens, les millions d'Haïtiens qui sont partout dans le monde. OK, et donc là, maintenant, avec l'Internet, là, il n'y a pas de problème. Donc, si on a un nouveau film, on le met sur Amazon, on le met sur YouTube, donc les gens vont le voir. Et donc, je pense que c'est ça, hein, c'est ça qui fait simplement maintenant quoi faire, quoi produire. J'ai tellement de scénarios, mais je pense que mon prochain scénario sera un film que j'ai appelé 1964. On va parler de ton prochain film tout à l'heure. Mais justement, les scénarios là, c'est toi qui les écris parce que on fait beaucoup de reproches aux réalisateurs haïtiens. Les histoires, quand on les regarde, des fois, c'est pas assez travaillé. Est-ce que toi, tu as suivi un cours? Non, mais bien sûr, bien sûr. Moi, il faut dire que c'est pas seulement le cours. C'est comme la guitare, c'est comme la musique. Si on écoute du rabodaï tout le temps, on va jouer du rabodaï. Si on écoute de la musique classique, on va jouer de la musique classique. C'est-à-dire, si c'est ce qu'on apprend. OK, si on fait le jazz, on va jouer du jazz. C'est-à-dire, si on a un niveau musical assez haut, on va pas composer des sottises. Donc, si on lisait beaucoup, moi, c'est quelqu'un qui lisait Radiguet. Il y a des gens qui n'ont même pas idée qui est Raymond Radiguet. Donc, je lisais Radiguet, Albert Camus, et Marcel Proust était mon écrivain favori. OK, donc quand je rentre dans une bibliothèque et je demande pour le premier bouquin de Marcel Proust, et la dame va sur l'ordinateur, je dis pourquoi vous allez sur l'ordinateur? Vous devriez savoir ça. C'est du côté de chez Swann. Elle me regardait comme ça. Ah bon? Et elle va quand même sur l'ordinateur et le nom monte du côté de chez Swann. Donc, à la recherche du temps perdu, il y a volume, donc il y a chaque titre. Donc, il faut dire que quand on lit, quand on a fait du théâtre, comme on a travaillé avec Cito Cavé, on a fait tout ça. Donc, on peut pas sortir une histoire banale. L'histoire pour moi était important parce que je voulais que l'histoire montre ce qui arriverait à un paysan qui rentre à Port-au-Prince et qui finit par devenir un homme riche. Donc, c'est ça l'histoire. Moi, je ne banalise pas les choses comme montrer les femmes qui trompent les hommes. Ça ne m'intéresse pas, hein.
Plus d'espoir, n'importe quel enfant peut regarder le film. Oui. OK? Donc c'est genre de moi, 1964 est une histoire qui a à voir avec l'époque de Duvalier, l'époque, donc c'est une histoire extraordinaire. C'est une histoire où une famille quitte Jérémie et arrive À Port-au-Prince. c'est-à-dire arrive comme j'essaie de dire ça, arrive à truquer les macoutes et de ne pas arrêter. Donc, c'est ça toute l'histoire du film. Mais c'est une histoire qui va englober plusieurs choses là-dedans. Donc là, moi, je préfère faire une histoire sérieuse et assez émouvante et comme on dit, powerful, et qui va raconter quelque chose. Et là, c'est pas seulement l'histoire, maintenant, c'est comment faire l'histoire et comment la produire. Ok, la production est très, très importante pour moi. L'éclairage, c'est la chose est aussi le plus important dans un film. Si on n'éclaire pas bien, on n'a pas d'image. Où est-ce que tu recrutes tes acteurs? Bon, moi, je travaille différemment. Ça m'a pris plus de 6 mois pour trouver Toussaint qui a joué dans Peu d'Espoir. Et je voulais pas utiliser un acteur connu déjà. Parce que l'histoire allait montrer un paysan qui rentrait à Port-au-Prince. S'il était un acteur connu, personne n'allait y croire. On peut pas dire qu'on pouvait avoir Réginald Lubin jouer Toussaint, absolument pas. Mais il a joué comme un docteur dans le film. Mais là, c'était important pour moi. Donc, moi, c'est comme ici à New York, quand nous faisons des castings pour les réclames, donc il faut nous trouver des acteurs. Mais des fois, j'improvise. J'ai fait des réclames, j'ai fait une réclame pour la Haitian Tractor en Haïti et je devais montrer une terre quand on était et deux paysans en train de travailler une terre. Et c'était ça le couple qui allait être les deux acteurs. Et j'ai pas voulu prendre des acteurs, je me suis dit, nous allons choisir quelqu'un là. Et j'ai pu trouver le paysan qui avait peut-être 80 ans et sa femme, jeune femme qui était dans sa soixantaine. Et ces deux-là ont joué extraordinaire. Moi, j'ai pas de problème à diriger je préfère même diriger des talents qui ne sont pas encore des talents. Parce qu'ils ne sont pas corrompus par des mauvaises suggestions et des mauvaises techniques et tout ça. Donc là, je trouve ça beaucoup plus facile pour moi de prendre un acteur nouveau comme Sandra Lobir, qui ne voulait même pas apparaître devant la caméra. J'ai pu la prendre pour une réclame et j'ai formé Sandra, qui est devenue une actrice formidable. Donc là, pour moi, c'est important. Et autre chose, il faut diriger les acteurs. Il ne faut pas laisser les acteurs diriger le réalisateur. Et c'est là que l'erreur est commise. OK? Parce que quand l'acteur vient et puis il donne une performance et le directeur ne sait pas comment, s'il doit corriger l'acteur ou si c'est bon, si c'est pas bon, il reste avec. Et c'est là que ça tombe mal. OK? Donc c'est ça l'importance de bien réaliser un film. On va faire la deuxième pause, Jacques. OK? D'accord. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, je suis sûr que vous êtes aussi étonnés que moi de voir le potentiel de Jacques Wok, cinéaste, musicien, flûtiste, guitariste. Quoi qu'il ne nous ait pas parlé de la flûte, mais il a tellement à nous dire que nous laissons passer pour le moment. Alors là, il nous parlait de son film 1964. Jacques, tu parles du film 1964 et comme nous as dévoilé le titre tout à l'heure et un petit peu de l'histoire, je me rends compte que ce n'est pas seulement une histoire que tu as développée, mais que tu as dû faire des recherches pour ça. Bon, eh bien, oui. C'est-à-dire, recherche plutôt sur l'époque et ce qui se passait dans l'époque, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire elle-même qui va dérouler dans le film.
OK, c'est comme si je vais utiliser, c'est comme je disais, OK, je fais un film qui s'appelle Florence et qui va se passer en Italie, Florence. Et donc, c'est la même chose pour moi. Donc, quand je dis l'année, mais j'ai aimé le nom et mon partenaire, elle est très artistique. Elle a aimé le nom aussi. Elle m'a dit, ah non, ce nom a beaucoup, et veut dire beaucoup. Donc, mais quand on voit l'histoire, quand on aura la chance, quand on aura la chance de faire ce film, et je suis sûr que les gens vont aimer. OK? Et donc, j'espère que c'est ce film-là aussi qui va nous amener à Cannes. Et ça fait partie d'un de tes projets parce que j'ai l'impression que tu en as beaucoup. Et je dis aux internautes d'ailleurs que t'es pas en Haïti maintenant, on n'est Ouais. pas sur le même fuseau horaire. Donc, je sais que tu travailles beaucoup là où tu es pour un Bon, autre projet. on est bien obligé. Oui, oui, on est bien obligé. On travaille sur une série, mais malheureusement, nous ne pouvons pas ni mentionner le nom, ni en discuter. Donc, c'est pas un problème parce que ça fait partie de mon engagement. Mais l'autre projet qui me tient à cœur aussi, c'est le projet de mon album que je suis en train de réaliser parce que j'ai composé et arrangé 14 morceaux qui seront sur l'album. Bien que à chaque fois je mentionne, ah ouais, tout le monde dit, mais pourquoi 14, tu peux faire 2 albums avec ça? Je lui dis, mais oui, mais je sais, mais je peux aussi faire 2 autres albums avec les autres morceaux qui attendent. Oh, bien, tu en as beaucoup alors. Très Ouais, prolifique, hein? Tu es très prolifique. ouais, donc là, c'est important pour moi parce que je pense que si quelqu'un va dépenser de l'argent pour acheter un album, vaut mieux que quelqu'un ait un album qui va jouer pendant 1 h et 20 minutes. Et les morceaux ne se ressemblent pas. Donc, c'est déjà quelque chose. Donc, à ce Moi, moment-là, j'allais te demander si c'était du jazz. ah oui, c'est du jazz, mais c'est du jazz un peu mélangé avec notre culture. Donc, j'ai un peu d'afrocentrique, afro-jazz. Et là-dedans, Ça, par exemple, je fais quelques morceaux de folklore comme Feuille, Trois Feuilles, Trois Racino et Yo-Yo. Donc, je fais ces morceaux-là. Et donc, avec mes propres compositions. Et donc, bien sûr, mes propres arrangements. Donc, j'ai ajouté un autre morceau aujourd'hui sur Bandcamp, et qui est Lever de la Lune. Et si tu vas sur Bandcamp, tu pourras voir que l'image qui accompagne la chanson, c'est un de mes tableaux. Ok, c'est l'image de. Parce que moi, je peins la nuit et la journée en même temps. Jour et nuit que je peins. Donc, c'est plutôt l'image où le soleil qui couche et rencontre la lune et la mère et l'enfant qui est en présence de ça. Donc, si tu vas sur bandcamp.com, tu pourras voir cette image. OK? Donc là, pour moi, c'est important de faire l'album parce qu'une fois que j'ai repris la guitare, il y a 1 an et quelques mois de ça, dans ce sens que j'ai vraiment pu arriver au sommet de là où je pense que j'étais avant, peut-être même dépassé. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire l'album. Mais il faut dire que j'ai commencé à composer depuis qu'il y avait cette affaire de Pays Loc en Haïti. 2 ans de ça, il y a eu le Pays Loc pendant 12 jours. Donc, chaque jour, je composais un morceau de jazz. Je mettais la partition de côté, le lendemain, j'en prenais un autre. Donc, dans ces 12 jours-là, je sais que j'ai profité de ces 12 jours, puisque je ne pouvais pas mettre le nez dehors, de composer 12 morceaux. Mais Mais malheureusement, tu me oui. donnes l'impression que tu vis davantage à l'extérieur du pays. Hein? Non, non, eh bien, non, pas que je vis davantage l'extérieur du pays. C'est seulement que 2 ans que j'ai laissé Haïti en 2023 pour venir à New York. Et de New York, je me suis rendu là-bas pour faire le projet. Donc, normalement, avant, je passais beaucoup plus de temps aux États-Unis. Mais j'ai passé bon nombre de temps en Haïti et depuis avant le tremblement de terre, hein. Et je publie aussi un livre. Je ne sais pas si tu es au courant de cette partie. Non, tu es aussi auteur. Ah, je suis auteur, oui, bien sûr.
Donc, j'ai mon bouquin là et qui s'appelle Les enfants sans un Dieu, qui a à voir avec les enfants dans les rues, qui mendient dans les rues. Donc, c'est une belle histoire de 4 enfants. Donc, ce bouquin-là va être publié bientôt. Et je travaille aussi sur ma mémoire qui sera aussi publiée et intitulée White Skin, Black Blood. Mais dis-moi, ce livre-là, tu comptes le mettre sous forme de film aussi? Oui, c'était l'idée, ça. C'est-à-dire, j'ai écrit le scénario pour le filmer. Ensuite, j'ai décidé d'écrire le livre. Alors, ça, c'est très important pour moi de faire ce film. Mais je pense que d'abord, puisque je dois filmer ce film en Haïti, à Port-au-Prince. Donc, avec ce qui se passe à Port-au-Prince, c'est pas possible. Donc, il faut penser à autre chose. Donc, puisque l'autre film sera filmé en province, donc bien sûr que j'espère que les choses vont changer en bas. Et là, je peux quand même me rendre en province et filmer 1964. Mais Les enfants sans un Dieu, ça doit être filmé à Port-au-Prince. Waouh, que de projets! On va passer au proverbe. Eh bien, bon, d'accord. Je prends coup, n'en courir de l'eau. Bien cool. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bon, je vois que il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, ok, qui frappent les yeux, hein. Si on est témoin de certaines choses dévastatrices qui se passent dans notre pays maintenant actuellement, si on était là, présent, à la regarder, je pense que définitivement, ça va faire couler le nez, hein. Et ça me rappelle le proverbe que au pas courir pour la pluie, vous tomber dans la rivière. Ok. Ok, donc je pense. Oui, allez, je t'écoute. Non, moi, je t'écoute, toi. Ouais, eh bien, donc, bon, je pense que c'est ça. Bon, pour moi, il y a plusieurs interprétations, hein, de ce proverbe-là. Et j'ai pas coup et il n'est coulé. Parce que normalement, et comme on dit, quand on va vers la violence, donc ça va toujours et mettre des larmes. Et les larmes, il faut couler le nez, hein. Quand on commence Écoutons à ce pleurer, que c'est ce qui nous se passe. dit Berman Fleury. On va écouter ce que Berman nous dit. OK. Je prends coup, n'en courir de l'eau. L'œil reçoit un coup et c'est le nez qui coule après. C'est pour dire que dans la nature, tout est relié. Donc, c'est l'œil qui prend le coup et pourtant, c'est pas seulement l'œil qui pleure, c'est le nez aussi qui pleure. Donc, c'est comme dans une famille. Quelqu'un subit un malheur, mais c'est toute la famille qui en souffre. Ou bien dans la société, un groupe subit un malheur et c'est toute la société qui subit les conséquences. Donc, alors c'est ça. J'ai pris un coup, n'en courir de l'eau. Jacques, tu as entendu Berman? Il nous a fait comprendre que dans la nature, tout est lié au fait. Les yeux, un problème, le nez coule. C'est ça. Il a raison. On a tellement envie de voir tes productions. Tu nous as dit d'aller sur Amazon pour les films. Amazon, on peut voir plus d'espoir sur Amazon, sans problème. Donc, oui, il y a pas de problème. Et pour entendre quelques morceaux de ma musique, Bandcamp, là, j'ai 3 morceaux qui sont sur Bandcamp. Bandcamp.com. Donc là, on n'a qu'à mettre Jackie Walk et puis ça va monter. Et puis là, on peut choisir entre les 3 morceaux qui sont là et écouter l'un d'eux. Donc c'est. Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu es sur Facebook? Non, je ne suis pas sur Facebook. Je n'ai jamais aimé Facebook.
Mais YouTube, j'ai bien aimé YouTube. Donc, parce qu'on peut des fois faire des choses avec YouTube. Mais j'ai pas le temps pour créer, pour faire des créations pour YouTube. Ça, j'ai pas ce temps-là. Donc, Avant de partir, dis-nous qui est-ce qui travaille avec toi? Qui est-ce qui fait partie de ton équipe quand tu vas filmer? mon équipe, j'ai plusieurs personnes. J'ai Roméo Célestin qui est mon directeur de photographie. Il travaille avec moi. Ok, et en Haïti, j'ai Magdala Blaise qui fait la partie de wardrobe et tout ça, artistique, parce que elle est une artiste extraordinaire et elle connaît bien la production. Et je l'ai rencontré longtemps quand on travaillait au début de l'espoir. Et donc, c'est bien de trouver des talents comme ça. Et bien sûr, les autres personnes qui travaillent avec nous sont des freelancers qui sont aux États-Unis et qui sont disponibles, ils viennent avec nous. Donc, c'est ça le business. Le domaine, c'est tout ce que c'est. Le domaine, on utilise des freelancers. Donc, par exemple, quand je rentrais en Haïti pour produire les réclames, je rentrais avec toute une équipe. Et l'équipe changeait tout le temps. Mais mon but, quand j'ai commencé à le faire, je voulais former des techniciens haïtiens en bas et laisser les étrangers à chaque fois que je retournais. Et mon premier voyage, j'étais avec 14 techniciens. Mon dernier voyage était seulement moi. Oh, parce que tu avais une équipe qui t'attendait là-bas. Et parce que j'avais formé une équipe en Haïti. Je pouvais faire le son, l'éclairage et tout ça. Donc mon DP, bon, en plus de moi, il y avait un autre qui était mon DP, mon directeur de photographie. Donc, on aimerait bien que je sois directeur de photographie aussi. Mais je préfère avoir ça et ne pas avoir à me concerter de direction de photographie, bien que le directeur donne les directions au directeur de photographie. Parce que l'éclairage, c'est ma vision. Donc, si j'arrive dans une salle, l'éclairage est mal fait, quand je dis au directeur de photographie, non, il faut changer tout ça. Donc, mais lui, il comprend tout ça. Donc, et puis la formation le son, qui est ce que tu sens pour toi? Eh bien, le son, c'était ça. J'ai formé des gens en Haïti qui ont pu faire le son. J'ai des techniciens en bas, comme Pierre-Richard Biaoui, qui est un très bon technicien, qui a son propre studio aussi. Donc, nous avons formé beaucoup de techniciens en bas. Au contraire, je me rappelle quand j'ai commencé à filmer en Haïti en 1997, et j'avais loué une maison et la maison avait un type qui s'occupait de la maison, un jeune qui avait peut-être 24 ans, et j'ai remarqué que c'était un intelligent. Sur le travail de nettoyage de tout ce qu'il faisait n'était pas vraiment ce qu'il aurait dû. Il était mis sur la terre pour faire. Donc je l'ai formé comme technicien et ça a changé sa vie. Maintenant, ce qu'il gagne par mois, il le gagne par jour. Donc, c'est important parce que des fois les gens ne voient pas ce que des gens qui ont un cerveau, qui sont intelligents, qui peuvent apprendre. Et c'est ça l'opportunité qui manque là-bas. Et si on avait ça, on avait l'école de cinéma, l'école de musique. Bon, je sais qu'il y a cette trinité, mais il n'y aurait pas dû avoir ça, cette trinité. Donc, et pour ça, l'école de cinéma. Et c'est parce que le ministère de la Culture ne fait rien à propos de ça. Parce que l'Allemagne, non mais c'est vrai, l'Allemagne et la Suisse, ils sont tout prêts à aider. Disons que nous ne savons pas de quoi ils s'occupent. Bon, il faut bien le dire, Non, nous ne le savons pas. Bon, eh bien, Jacques, on te souhaite du succès. On attend la sortie du film 1964 et puis l'autre projet sur lequel tu travailles, ainsi que le CD. Bon, d'accord. Il faut aussi dire qu'on attend des nouvelles sur le commencement du tournage du film quand ça sortit. Parce qu'il faut d'abord envisager, il faut d'abord planifier pour entamer le tournage avant même de penser à faire sortir le film. Donc, je veux mettre mes espoirs comme ça et dire que, ok, on espère que bientôt on va pouvoir commencer à planifier pour mettre sur pied le film. Alors, merci beaucoup pour le temps
que tu nous as alloué pour répondre à nos questions. Je sens qu'il y a beaucoup à dire encore, mais... Ah, mais ça va. Toutes les bonnes choses ont une fin. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, mais merci Florent, c'est vraiment un plaisir aussi. Pas de problème. C'était un plaisir pour moi. Fleurs Caraïbes. Hôtel, restaurant. Plus besoin de voyager pour savourer la cuisine haïtienne, ses saveurs ensoleillées dans une ambiance tropicale. Brunch tous les dimanches de 9h à 13h. Salle disponible pour vos événements et réunions d'affaires. Fleurs Caraïbes est une expérience à vivre à Saint-Alexandre. Bon bagaille. Chers amis internautes, nous étions avec Jackie Rock, Octavio, qui nous a parlé de son art. Surveillez l'apparition de son film, surveillez, allez sur Amazon, cliquez sur Pluie d'espoir, et puis attendez l'apparition de son CD. Je vous laisse, on se voit dans 2 samedis. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est. Cette émission est animée par Florence Augustin.